Justement, 600 000 femmes victimes chaque année en France de violences sexuelles. C'est une femme sur 5, vous dites aujourd'hui, une femme sur deux. Depuis 6 mois, c'est vrai qu'on entend beaucoup les actrices, les chanteurs, les journalistes parler du phénomène du harcèlement. Eh bien, nous, ce soir, nous avions envie de donner la parole aux femmes que l'on n'entend jamais. Des femmes ordinaires, victimes de harcèlement, qui n'ont pas forcément accès à la presse et aux médias. C'est votre cas. Emmanuelle, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie infiniment d'être avec nous ce soir. Vous avez été harcelée pendant 10 ans à la Poste et je crois qu'aujourd'hui, vous êtes en arrêt de travail. Je suis en maladie professionnelle, oui. Depuis combien de temps? Depuis le mois de novembre 2016. Donc ça fait 3 ans, Oui. quasiment 3 ans Oui. que vous êtes en arrêt de travail, Oui. en arrêt maladie. Ça fait 3 ans tout pile. J'étais d'abord en maladie normale. Donc j'étais reconnue en maladie professionnelle à la date du 26 mars. Alors vous avez 19 ans, dites-moi si je me trompe, quand vous êtes embauché sur ce grand site logistique de la Poste, dans l'Eure, me semble-t-il. Oui. C'est aussi sur le même site que travaille votre mère, votre maman. Oui. C'est votre premier job. Vous êtes contente, voilà, c'est un CDI. Oui. Et très vite, vous devenez la proie d'un supérieur hiérarchique. Immédiatement. Immédiatement. J'étais la plus jeune, j'étais la plus malléable, la plus... C'était facile, très facile. Et comment ça se manifeste, ce harcèlement? C'est des moqueries? Ils vous touchent? Non, c'est tout de suite des mains aux fesses, des dégrafages de soutien-gorge à travers les vêtements. C'est minimum. Donc c'est du harcèlement physique? Ah oui, c'est minimum un geste par jour, quoi. C'est des remarques. On va me dire, tiens, on va passer à la notation. Si tu veux une bonne note, tu passes sous le bureau. Il y a des jours où on m'attrape. On avait un grand tapis où on triait les hors normes, un tapis roulant. On m'attrape, on me met dessus et on me met une fessée devant tout le monde, devant tous mes collègues. Et ça faisait rire tout le monde. Ouais. Et personne ne dit rien? Non. Des collègues masculins, féminins? Ça fait rire. On est deux femmes sur une brigade de travail. Ça faisait rire tout le monde. Et vous réalisez que, évidemment, ça n'est pas normal? Je sais que c'est pas normal, mais j'ai pas mis le mot du harcèlement sexuel tout de suite, ni de agression sexuelle. Pourquoi? Parce que justement, c'était cette espèce d'ambiance où, est-ce que c'était pas un passe-droit? Est-ce que et puis il fallait pas se plaindre non plus. T'avais un travail, c'était. Vous aviez le sentiment que ça faisait partie du truc, ça faisait partie du job. Clairement, ouais. Ouais, clairement. Et quelle emprise il avait sur vous, cette emprise psychologique? Vous dites que ça a commencé tout de suite, dès le premier jour. C'est-à-dire qu'il vous a repéré comme un chasseur, comme clairement. une proie? Oui. Et puis mes collègues m'ont laissé comme si j'étais un agneau devant la tanière du loup, clairement. Et pourquoi personne ne bouge? Comment vous voulez expliquer ça? Parce qu'ils se connaissent tous, ils venaient de mêmes entités précédemment, c'est une entité qui venait d'être créée, et ils se connaissent tous depuis des années, ils travaillent tous ensemble, donc ils ont le même style. Je sais pas, mes collègues sont très gentils, je les apprécie beaucoup pour la plupart, mais voilà, c'était pour eux, Enfin, il y a une pas responsabilité, méchant. pardon, mais il y a une responsabilité des collègues aussi qui ne disent rien, qui ne dénoncent pas, qui ne vous aident pas. En préparant l'émission, vous nous avez aussi dit, j'avais au fond de moi la peur de perdre mon job et la peur de faire du mal à ma mère, parce qu'elle travaillait dans la même entreprise. Oui, bien sûr. Je n'ai pas beaucoup de famille, ma mère m'a élevée toute seule. À cette époque-là, je vivais encore chez ma mère, donc si je perdais mon travail, ma mère aussi, on faisait comment? Voilà, il fallait tout recommencer. Donc non, c'était compliqué. Et même si j'avais pu dénoncer les faits, est-ce qu'on m'aurait cru? Il a tenté de vous violer, cet homme? 2 fois, oui. Dans l'enceinte du bâtiment? C'est dur à imaginer qu'on puisse subir ça pendant 10 ans, sans à un moment envoyer tout balader, sans alerter la police, sans porter plainte. C'est l'emprise. J'ai toujours tout gardé en moi. C'est-à-dire que moi, après peu de temps, je me suis mis en ménage.
mon conjoint de l'époque, à ce jour, il ne sait toujours pas, il va peut-être le savoir ce soir, mais il ne sait toujours pas pourquoi on s'est séparés. Oui, parce qu'évidemment, cette emprise et ce quotidien, ça avait aussi une influence et des conséquences sur votre santé, sur votre vie familiale. Vous dites, mon conjoint, il me dégoûtait, j'avais plus envie qu'il me touche. Je veux dire, c'est quelque chose de simple. Vous êtes en train de faire la vaisselle, vous avez votre conjoint qui va venir vous prendre dans les bras. Moi, je sursautais tout le temps. Voilà, après, les rapports sont difficiles. Et après ça, la relation se délite, bien évidemment. Donc, bah oui, on s'est séparés. Et c'est votre mère qui va vous aider, qui va vous inciter à parler, je crois, au syndicat, c'est ça? Ça a été l'élément déclencheur? Ouais, ma mère, je ne lui ai pas dit tout de suite. Elle ne s'en est pas rendue compte parce qu'après, elle était en arrêt maladie. Moi, quand j'ai commencé à travailler, elle était en arrêt maladie. Après, elle a changé de service. Elle était à l'étage. Donc, elle ne me voyait pas travailler tous les jours et H24. Et du coup, je fais une première tentative de suicide en 2006. Je ne supportais plus. Je ne pouvais plus. Et là, ouais, après la tentative de suicide, je lui ai dit. Et là, tout de suite, elle me dit, on le porte plainte. Je lui dis non. J'avais tellement peur que je lui dis non, je veux pas, je veux pas que tu le dises, je veux pas. Donc elle a respecté. Puis après, voilà, il s'est passé d'autres choses. J'ai subi harcèlement moral. Et ce jour-là, on m'a dit voilà, de toute façon, vous vous victimisez tout le temps. Et là, Vous voulez dire en interne, les responsables hiérarchiques à qui vous vous ouvrez, c'est ce qu'ils vous disent? C'est pas à ce moment-là. Non, ça a rien à voir. C'est parce que j'ai été blessée, j'ai eu des accidents de travail. Et en fait, comme j'étais plus un peu bankable dans la société, Moins productive. Voilà, on voulait plus ou moins me faire partir. Et du coup, on me cherchait toujours à me pousser dans mes retranchements. Ouais. Et ce jour-là, on me dit, vous vous victimisez tout le temps. Et là, tous les tiroirs dans lesquels, dans ma tête, j'avais soigneusement rangé tout ce que j'avais subi, se sont tous rouverts. Alors, il y a une procédure judiciaire qui est en cours. On est passé déjà, on attend le délibéré maintenant. Il y a une première petite victoire parce que vous avez été reconnu par la Poste comme victime. Alors ça, oui, c'est quelque chose que j'ai pris vraiment bien sur le coup. Et après, moins bien. Parce que, en fait, on n'a pas dit le mot harcèlement sexuel. On a dit que j'avais subi des gestes inappropriés. Mais ça, sur le coup, moi, je l'ai pris pour quelque chose de... Je me suis dit, ça y est, et en fait, non. Ouais. Après, avec le recul, non, on ne m'a pas dit harcèlement sexuel. Alors, ce qui est fou dans votre histoire, c'est que je vais vous laisser le raconter, mais c'est ce qui est arrivé à votre harceleur, votre supérieur hiérarchique. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? On l'a gentiment fait partir à la retraite, bien avant la fin de l'enquête interne. Aujourd'hui, il est à la retraite. Je pense qu'il vit très bien. Ce qui n'est pas mon cas, bien évidemment. C'est dingue. En 2016 2015. Ouais. En 2015. Je veux dire, c'est là, c'est hier. En avril, j'interpelle les syndicats. L'enquête met 3 mois à se déclencher. Ils perdent un temps fou, ils se perdent en conjoncture et en fin de compte, il a le temps de poser ses droits à la retraite et il a une dérogation pour partir, parce que normalement, les fonctionnaires ne peuvent pas partir normalement, d'après ce que je sais, en 6 mois. Bien. Et 6 mois, le départ. Alors, vous êtes venu avec votre avocate qui est avec nous dans le public, Maître Maude Becker. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Qu'est-ce que vous attendez de cette décision de justice? Quelle condamnation vous attendez pour votre cliente? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la décision de justice dont elle est en attente est une décision de justice devant le Conseil de prud'homme pour faire condamner la Poste pour le comportement qu'elle a adopté, en fait, sur la gestion de cette affaire. Car, comme vous l'avez remarqué, ce qui est particulièrement choquant dans ce dossier, c'est d'abord ce qu'elle a subi, donc le responsable hiérarchique, ce qu'il fait subir et ce qui devrait relever du pénal. Malheureusement, on est prescrit dans ce dossier au niveau du pénal sur un certain nombre de choses. Mais ce qui est particulièrement choquant, c'est la réaction de l'employeur. Oui. Et moi qui interviens... La Poste, entreprise publique, oui, c'est important de le rappeler. Et moi qui interviens quotidiennement sur des dossiers de harcèlement sexuel aux côtés de salariés, je peux vous dire que des comportements comme ça d'employeurs, on en voit quotidiennement aussi.
Il y a une femme sur 5 qui est victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. C'est une étude du Défenseur des droits de 2014. Oui, c'est le et site que 40% des tout à femmes l'heure. qui parlent qui subissent des représailles professionnelles. Donc, le nœud du problème dans ces dossiers, c'est tout de même aussi la responsabilité des employeurs qui ou couvrent les problématiques de harcèlement sexuel ou pire discriminent les victimes. Et c'est cela qu'on devrait attendre d'une véritable politique de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est qu'enfin, le gouvernement se saisisse de cette occasion-là pour sanctionner de façon plus efficace les employeurs qui violent la loi. Et on en est loin, on est très loin du compte dans le projet de loi qui est à l'heure actuelle en cours d'adoption. L'appel est lancé. Merci Maître, merci Emmanuel pour votre témoignage. Sarah Forestier, Non, c'est tout à fait vrai. C'est aussi très très important, je trouve, de sanctionner les gens qui protègent ce genre. Je voudrais simplement, Sarah Forestier, avoir votre réaction à ce témoignage qui est évidemment bouleversant, qui est émouvant. Qu'est-ce que ça raconte de la société, selon vous, et de cette forme d'indifférence de la part des collègues sur l'ignominie qu'a subie cette femme? Non, moi, ce que je trouve terrible, c'est le silence. Et ce qui a été aussi extrêmement fort dans le retentissement de l'affaire Weinstein, c'est qu'on s'est rendu compte du silence qu'il y a eu autour de tout ça, ça a duré pendant tellement d'années. Et moi, ce que je trouve... moi, j'essaie de trouver des solutions. Vous parliez tout à l'heure du fait que maintenant on agit. C'est que je me dis... Moi, c'est très important. Je pense aussi beaucoup aux femmes qui regardent à la télé et qui vivent, puisqu'on parle d'une réalité, qui vivent des choses et qui ont certainement, comme vous, eu peur. Peut-être des femmes qui culpabilisent. Et j'ai envie de leur dire, ne restez pas bloquées dans ce silence. Parce qu'effectivement, une violence... entraîne, c'est-à-dire que souvent on s'enferme dans quelque chose parce qu'on subit des violences physiques ou morales, mais tout d'un coup la violence psychologique, on rumine, on a peur, on ne sait pas à qui parler, etc., etc. Et moi j'essaye de me dire qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai envie de dire aux femmes qui peut-être nous écoutent, il y a des associations aussi qui peuvent vous accompagner parce que effectivement le processus de se dire j'ai le courage de porter plainte. On a besoin de se sentir en confiance. Alors, il vous a touché ce témoignage, William? Pardon, mais Goldanel? on peut agir, en fait. Il y a des moyens d'agir. Attendez, je voudrais juste la réaction d'un homme aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur ce plateau, William Goldanel. Votre question m'étonne. Évidemment qu'il est touchant. Évidemment que je regrette que le type n'ait pas été poursuivi par temps non prescrit, de vous à moi. Évidemment que ce genre de type, je ne veux pas faire le portrait robot de votre agresseur, mais c'est souvent des petits mecs. Pas du tout séduisants, qui compensent. C'est pas le sujet. Non, mais si je peux me permettre d'aller jusqu'au bout de ce que je veux dire. C'est factuellement faux. Oui, d'accord, mais bien sûr, vous connaissez tous les agresseurs, bien sûr. Mais c'est pardon pour en avoir poursuivi, de voir à quoi ressemblaient ces petits mecs qui se donnaient un grand phallus de par leur petit pouvoir. Pardon, moi j'ai vu ça. Ça vous dérange peut-être, il y a tout. Il y a tout le monde. Alors, j'étais en train de dire ça. On va vous laisser terminer, et puis après on vous entendra. Je voudrais dire aussi que je me méfie beaucoup du prêchi-prêcha, du catéchisme justement contre le harcèlement, etc. Parce qu'il ne vous étonnera pas que par un hasard cosmique, c'est souvent dans les milieux justement où on chante la messe féministe, où on chante ce que j'appelle le camp du bien, que tout arrive. Hollywood, par exemple, c'était le camp du bien. Oui. On s'aime formidablement seulement. Mais aucun rapport avec l'histoire de Madame William Goldanel. On parlait des moyens, de lutter. Je me méfie des grandes déclarations. Très bien. Vous aurez remarqué que, par exemple, chez les écolos, c'est M. Baupin, il avait un discours féministe extraordinaire, M. Baupin. Il était pour le pouvoir, justement, pour les femmes. Il se mettait du rouge à lèvres. Il s'est conduit ça vous gêne beaucoup? Non, ça sert à quoi? Pourquoi vous le dites? Parce que vous êtes avocat. Vous pouvez m'expliquer le sens de votre plaidoirie, là, parce que... Alors, on laisse finir et puis après on répond. Si vous voulez. Je me méfie du prêchi-prêcha, madame. Alors, je me méfie du catéchisme. Je me méfie de la tartufferie. Alors, bien, on vous a entendu, William Goldanel, s'il vous plaît. J'aimerais que ça Peut-être qu'on peut maintenant justement réfléchir à comment agir. Voilà. C'est intéressant ce que dit Sarah Forestier, parce que Sarah Forestier s'adresse aux femmes victimes, en envoyant un message fort, en disant il y a des associations, il y a des numéros de téléphone qu'on peut afficher, le 3919 par exemple. Il y a un moyen en fait beaucoup plus rapide d'agir, c'est de s'adresser non pas uniquement aux femmes victimes, mais à leur entourage, pour outiller l'entourage des femmes victimes à détecter les violences. Et moi, je vais vous donner un moyen très simple, 30 secondes, d'accord ? Moi, je l'ai appris il y a 4 ans, et depuis que j'ai appris ça, j'ai détecté dans mon entourage proche des femmes victimes de violences, et j'ai réussi à mettre fin à des cycles de violence, notamment de violence conjugale. Il y a 4 choses à identifier, c'est hyper rapide. La première chose, c'est l'isolement.
L'isolement, il est dans toutes les histoires de violence. La deuxième chose, c'est la dévalorisation. Une personne qui vous dit « je suis une grosse merde, je suis nulle », c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. La dévalorisation, c'est un signal d'alerte très important. Troisième chose, l'inversion de la culpabilité. Non mais, ouais, mais en même temps, t'as vu ce que t'as fait. Ouais, je suis désolée, elle est partie un peu vite. Mais en même temps, t'as vu comment tu m'as provoqué. Bon, ça, c'est pas normal. L'inversion de la culpabilité. Et la dernière chose, et Emmanuel en parlait, c'est la peur. La peur. Quand on a peur de quelqu'un, c'est pas normal. C'est un signal d'alerte. Et il y a un numéro, on le rappelle. Alors, ce numéro de téléphone, il y a deux choses qu'on peut faire. La première chose, c'est qu'on peut devenir activiste contre les violences. Moi, j'ai monté une association pour former les gens là-dessus. Ça s'appelle legroupef.fr. Vous laissez votre mail et vous recevez le mode d'emploi pour agir vous-même. Et deuxième chose, le 0800 05 95 Bien, voilà. 95. Je pense qu'on a tous les éléments. Marilyn Baldec nous a rejoint. Merci infiniment. Vous accompagnez notamment Emmanuel et vous connaissez très bien, je crois, vous êtes délégué général de l'AVFT. C'est une association qui vient précisément en aide aux femmes victimes de harcèlement sur leur lieu de travail. Est-ce que peut-être d'abord des cas de harcèlement comme Emmanuel, ce sont des cas que vous voyez beaucoup? On a envie de se dire que c'est un cas exceptionnel. Est-ce que c'est le cas ou vous en avez beaucoup Moi, par définition, je ne vois que ça, hein, puisque c'est le cœur d'activité de l'association d'intervenir aux côtés de femmes qui sont victimes de violences sexuelles dans le cadre du travail, donc de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol. Mais il y en a beaucoup. Dans les relations professionnelles. Beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, oui. Donc, on pourrait encore vous citer des énièmes statistiques, des sondages, des Alors, enquêtes. peut-être une question précise. Mais moi, j'en vois depuis beaucoup, 6 je vois mois, tous les jours. et la déflagration Weinstein, Balance ton porc, MeToo, est-ce que vous avez observé une augmentation des femmes qui viennent à vous et qui sont victimes de harcèlement sur leur lieu de travail? Alors, incontestablement, mais c'était déjà le cas avant, en fait. Puisque ça fait plusieurs années, hein, ça fait 4-5 ans que, pour ce qui est de notre association, la VFT, on voit tous les ans augmenter le nombre de saisines par des victimes. Ce chiffre explose à chaque fois qu'il y a une affaire médiatique qui met la question des violences sexuelles au travail à l'ordre du jour et qui rend les associations plus visibles et notre association plus visible. Et est-ce que vous diriez qu'il y a une culture, pour reprendre ma question de départ, une culture du harcèlement? C'est-à-dire qu'on est dans une société masculine construite par les hommes qui se protègent entre eux. Je crois que c'est à peu près une évidence. Mais je ne sais pas, c'est bien de le dire aussi si c'est le cas. Donc il y a des milieux qui sont plus structurés autour de valeurs viriles, hein, qui sont clairement identifiés depuis assez longtemps. Hein, l'armée, la police, le secteur médical aussi, l'hôpital. On parlera de l'armée justement tout à l'heure. Et qui clairement où en fait le virilisme est un mode de défense, où on nous explique que ce ne sont pas des agressions sexuelles, que ce n'est pas du harcèlement sexuel, mais ce ne sont que des hommes qui se relaxent ou qui ont besoin de cohésion d'équipe pour être plus productifs. Hein. Moi, c'est encore des choses que j'entends dans mes dossiers. Et c'est ce que disent les employeurs pour se défendre quand ils sont poursuivis. Brice Teinturier va venir nous rejoindre dans quelques secondes pour le sondage exclusif. Je voudrais simplement vous poser une question, Sarah Forestier, parce que je rebondis sur ce que disait William Goldanel. C'est vrai, pour prolonger sa pensée, c'est vrai que dans le monde politico-médiatique et du cinéma en France, on n'a pas eu de scandale. Aux États-Unis, il y a eu plein de scandales. Il y a des producteurs, il y a des chanteurs, il y a des artistes qui sont tombés, qui ont été condamnés, qui ont été dénoncés, qui ont été licenciés. En France, pardon Laurence Rossignol, en France, personne. Alors que chacun sait que des Weinstein, il y en a aussi en France. Pourquoi est-ce qu'en France, ces affaires ne sortent pas? Je peux répondre, si vous voulez. Allez. Elle travaille dans le milieu du cinéma, Sarah Forestier, alors peut-être on la laisse répondre. Non, mais moi, je ne peux pas avoir cette analyse. Franchement, je ne sais pas pourquoi en France, particulièrement. Mais il y en a. Comparativement aux États-Unis. Oui, certainement. Et pourquoi on n'en parle pas? Mais parce qu'en France, on a envoyé deux messages. Pardon, Sarah. Pardon. En France, on a envoyé en même temps deux messages, deux injonctions totalement contradictoires. D'un côté, on a dit aux femmes, parlez, faites comme les Américaines, libérez la parole. D'un autre côté, on a dit, attention, la société de la délation, attention, balancez les gens, attention à la présomption d'innocence. Donc les femmes ont reçu deux messages contradictoires. L'un qui leur disait parlez, l'autre qui disait ne parlez pas parce que vous risquez de mettre en cause des bonnes personnes. Et en plus, quand il y a eu deux affaires qui ont concerné deux ministres, à cet instant, les femmes ont compris que quand elles s'attaquaient à un homme de pouvoir, et des hommes de pouvoir, il y en a en politique, mais il n'y en a pas qu'en politique, il y en a dans les médias, il y en a dans la presse, dans le monde du cinéma. Quand on s'attaque à un homme de pouvoir, les siens font front autour de lui. Alors je vais vous poser une question sans détour, Laurence Rossignol. Vous me confirmez que des Harvey Weinstein, il y en a aujourd'hui en responsabilité et que personne n'ose dénoncer? C'est ça que vous voulez dire? Je n'ai pas dit ça. Mais moi, je vous pose la question. Moi, c'est le cas. Moi, je dis deux femmes. Moi, tous les jours, je suis désolée, je ne sais pas comment faire, en fait. Tous les jours, il y a des gens qui m'appellent avec des histoires.
De gens connus. C'est De pas gens la connus. délation, c'est des témoignages. De gens connus. De gens pas connus. J'ai fermé les réseaux sociaux. Avant d'avoir fermé les réseaux sociaux, tous les jours, j'avais 1 à 2 témoignages chaque jour. Donc, il faut arrêter de faire comme si on ne savait pas. C'est pas vrai. Les gens, ils savent. Et d'ailleurs, le jour où les affaires sortent, les gens, ils disent « Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, on savait qu'il y avait des rumeurs. Ah bah oui, c'était des rumeurs. Hein. Non, ça s'appelle des témoignages, c'est pas des rumeurs. Alors, cette omerta. Dans les Vous le rumeurs, savez très bien. William je ne sais Goldnadel. rien du tout. Bien sûr Dans les rumeurs, il y a des vérités pour certaines personnes et il y a des mensonges pour d'autres. On va. Ça s'appelle la complexité. S'il vous plaît. Cette omerta, comment est-elle perçue justement par les Français? C'est plus une rumeur. Laurence Rossignol, s'il vous plaît. C'est pas la plaignante. Un peu de peut tenue mentir sur ce aussi, plateau. ça veut rien Merci. dire, madame. Pardon. Cette omerta, Je me tiens bien, je crois. comment est-elle les uns et les autres, pardon, mais c'est bien qu'on s'entende aussi et qu'on laisse les uns et les autres s'exprimer tranquillement. Alors cette omerta, justement, comment est-elle perçue par les Français? Brice Teinturier leur a posé la question. C'est le moment de vérité, d'une certaine manière, avec notre sondage Ipsos Sopra Steria. Brice. Alors, Brice, que vous disent les Françaises et les Français sur le harcèlement? Moi, je vais rajouter quelques chiffres au débat et ce qui a été échangé. Il y en a un premier, je crois, qui est majeur, c'est que 75% aujourd'hui des femmes de moins de 35 ans et 69% de l'ensemble des femmes de ce pays nous disent, alors on va être précis, qu'elles ont été victimes de dragues répétitives et trop insistantes relevant du harcèlement. On a essayé de mesurer ce qui vraiment pouvait s'apparenter à du harcèlement, donc répétitif et trop insistant, ou de paroles déplacées ou insultantes à caractère sexiste, ou d'attouchement. Et quand vous faites le total de ces différents phénomènes, de ces différents comportements qu'elles ont subis, eh bien vous aboutissez à un total, puisqu'on peut en avoir subi plusieurs, de 75% donc des femmes de ce pays de moins de 35 ans qui ont connu ça. Donc je pense que, quels que soient les chiffres qui ont été évoqués, il y a quelque chose qui est massif, qui est clair, c'est qu'on est face à un phénomène réel et extrêmement diffusé. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Ce qu'on mesure aujourd'hui est probablement l'effet aussi des affaires qui permet de dire les choses plus facilement. Mais continuer à nier qu'il n'y aurait pas quelque chose d'extrêmement important en matière de harcèlement dans la société française me paraît difficile, pas seulement à l'aune de ce sondage, à l'aune de tout ce qui remonte et tout ce qui a fait ressortir, du coup, les révélations de l'affaire Weinstein. Deuxième élément, Brice, sur le phénomène des dénonciations. On en parlait tout à l'heure, ça fait débat. Balance ton port, MeToo. Y a-t-il une adhésion de la part des Français? Est-ce que le procédé divise ou ils en sont convaincus? Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a une controverse. C'est une controverse légitime qui a été évoquée ici. Est-ce que finalement, dénoncer des ports ou dénoncer des comportements, c'est quelque chose de positif parce que ça permet de parler d'un phénomène important, ou est-ce que c'est un problème parce que c'est à la justice de travailler et qu'on ne peut pas le faire en termes comme ça, sans, uniquement de dénonciation, sans passer par le canal de la justice et le faire en public? Eh bien, les Français, en tous les cas, ils ont tranché. Les 2/3 nous disent, face à cette alternative qu'on leur a posée, les 2/3 nous disent non, c'est bien, c'est quelque chose qui permet de libérer la parole sur un sujet important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de différence de genre. Les hommes et les femmes le disent dans les mêmes proportions. En revanche, il y a une différence d'âge. C'est-à-dire que les plus âgés ont plus de mal à admettre que oui, quelque chose comme balance ton porc a une certaine vertu parce que ça permet de libérer la parole. Les plus âgés, les plus de 60 ans, eux, sont majoritairement favorables quand même à cela, mais ils trouvent que la justice devrait être un canal beaucoup plus privilégié que les plus jeunes. En dessous de 60 ans, c'est 70% des Français qui considèrent que ce phénomène est utile parce qu'il met le doigt sur un sujet majeur et qu'il permet de le libérer. Donc la controverse, je ne dis pas que c'est l'opinion publique qui doit avoir tout le temps raison, mais c'est intéressant. La controverse, elle est en tous les cas tranchée en termes d'opinion publique. Alors, merci.